Donc après cette introduction, on va dire, on va passer à la question de l'autoportrait qui aujourd'hui s'appelle selfie, ou en tout cas une forme très très répandue et ultra populaire d'autoportrait, la plus populaire de l'histoire, s'appelle aujourd'hui selfie. Mais contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, comme je vous le disais tout à l'heure, l'autoportrait, c'est pas un geste naturel qui est venu à tous les artistes, ou en tout cas à tous ceux qui avaient accès aux moyens de représentation de soi à l'époque. Il n'apparaît pas en effet avant le milieu du XVe siècle. Or, le milieu du XVe siècle, c'est les Quattrocento, donc on est dans la meilleure partie, si on peut dire, de la Renaissance, où il y a un repositionnement du sujet, qu'il soit créateur ou pas. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, je vais trop vite, hein, mais il y a un changement d'époque, du Moyen-Âge, on passe à la Renaissance, peut-être un changement d'époque aussi important que celui dont on fait l'expérience actuellement, et pour lesquels on n'a pas encore des noms, je vais dire, pour ceux qui viennent. Et puis, d'un côté plus précisément technique, on a l'invention de la peinture à l'huile. On laisse la fresque et la tempéra derrière et on dispose désormais d'une matière picturale qui permet une précision sans précédent. Donc, si on veut rendre les détails, les rides, les particularités des traits du visage, désormais on le peut. Ça ne veut pas dire que dès que la peinture à l'huile existe, tout le monde va commencer à faire des autoportraits. Mais probablement le premier arrive en 1433 par le peintre flamand Jan van Eyck. Mais ce n'est pas sûr que ce soit un autoportrait. Il y a des historiens de l'art pour lesquels c'est l'artiste avec un chaperon pour se tenir la tête au chaud qui s'est lui-même représenté ici. Pour d'autres, c'est un homme qui porte un turban et ce n'est pas du tout Van Eyck lui-même. En tout cas, tous les historiens de l'art sont d'accord pour dire que l'autoportrait ici de Jean Fouquet, qui est un mini-portrait, une miniature, et qui date de 1450, est certainement le premier autoportrait connu de l'histoire de la peinture occidentale. Et de manière très très intéressante, même si ce n'est pas du tout un autoportrait et ce n'est pas peint, en 1450, il se passe aussi quelque chose de très très important. Il se passe l'invention de l'imprimerie de l'imprimé par Gutenberg. Donc on entre dans ce que Marshall McLuhan a appelé la galaxie Gutenberg. Et ça, c'est très 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 important. Parce que tout ce qu'on quitte avec les glitches, gifs et autres selfies, c'est justement la culture de l'imprimé, ou la culture du livre, si vous voulez le dire autrement, ou de la typographie fixe. On est dans un univers où on n'est plus du tout chez les lecteurs classiques, tels que le décrit par exemple McLuhan dans la galaxie Gutenberg, où un tas de choses qu'on reconnaît encore chez nous sont liées à cette invention de l'imprimé, de la lecture linéaire qui devient pour la première fois pratiquée à voix basse. Avant, au Moyen-Âge, il n'y avait que les lectures publiques, etc. Un tas de choses, je ne vais pas entrer dans tout ça, mais c'était quelque chose que je ne savais pas avant de faire ce travail, que 1450, ces deux choses arrivent en même temps. Pour McLuhan, il faut dire que l'individu est une création, est générée historiquement par la culture de l'imprimé. Donc que ce soit à la même date qu'on a le premier peintre qui laisse l'empreinte de son visage en miniature et en même temps on a les petits caractères de Gutenberg,
c'est assez éloquent pour tout ce qui se passe par la suite, et peut-être ça peut nous aider à tirer des éventuelles conclusions par rapport à ce qui est en train de se passer, ou des pensées plutôt que des conclusions, parce que comme tout est en cours et c'est un processus ouvert, on ne peut pas être dans les conclusions, évidemment. Un autre type d'autoportrait qui arrive pendant le XVe siècle, c'est celui-ci, par exemple, l'autoportrait situé, où on a Botticelli lui-même qui nous regarde, habillé d'un halo presque d'ailleurs, par rapport à... C'est très mauvais, vous ne pouvez pas voir à quel point sa robe est beaucoup plus floue, beaucoup plus... c'est pas du tout la même couleur vive que le reste. C'est comme s'il s'était incrusté, on dirait, en art vidéo dans l'image, et il nous adresse ce regard comme s'il nous demandait, je vais l'agrandir un peu, il est là, le peintre. Et c'est un peu comme la pratique où on est devant une scène et on s'insère dans le selfie. Il y a un incendie derrière et on est comme ça devant. Évidemment, c'est une autre attitude, hein. Je rigole un peu. Je vous dis tout ça depuis tout à l'heure et je n'ai pas mentionné la deuxième grande évolution technologique ou au moins technique qui arrive avec l'invention de la peinture à l'huile à la Renaissance, c'est l'apparition et la circulation de miroirs en verre. Ça commence à Venise et ça aussi, tout comme la peinture à l'huile, permet une vision du visage humain beaucoup plus détaillée. Jusqu'alors, on avait surtout les pierres polies, l'obsidienne, etc. Les miroirs existent depuis très longtemps. Hein. Au départ, c'est des bassins où l'eau repose et on peut se regarder dedans. Mais les plus anciens miroirs qu'on a trouvés, ça date de 6000 ans avant Jésus-Christ et c'est dans la région de l'Anatolie, donc là où aujourd'hui il y a la Turquie, qu'on a trouvé ces vestiges. Donc le visage humain nous a toujours intéressés, mais on n'a pas toujours voulu le capturer et garder sa trace. Donc évidemment, qui dit miroir dit aussi Narcisse, hein, qui lui était dans le proto-miroir du lac et qui a été repris par Freud, par Lacan, etc. La psychanalyse s'est beaucoup intéressée au narcissisme et évidemment on peut avoir un accès par ce biais vers l'autoportrait et le selfie par extension aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure manière de regarder tout ça. Ici, on a le Parmesan, Parmigianino, qui, dans la première partie du XVIe siècle, produit ce portrait très très étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un très jeune artiste, superbement doué, qui a son propre style et qui fait ce petit tableau où, comme vous le voyez bien, on a une déformation parce que le miroir qu'il choisit pour détecter son reflet est convexe. Et donc il produit un effet que par la suite on connaîtra très bien à travers toutes les déformations, notamment des premiers appareils photo au XIXe siècle, qui dénaturent complètement les proportions du corps, et aussi avec les premiers portables, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Donc je ne vais pas rester plus longtemps, je vais passer un peu en revue tous ces autoportraits. Vous voyez en tout cas comment le miroir convexe crée aussi un espace qu'on n'a jamais vu avant. Et ça c'est très très important, comment il donne un espace inédit. Et même si ce n'est pas
artistique, même si ça n'a pas la même valeur. Les selfies qui sont faits de travers au risque de vie de ceux qui les font parfois, proposent aussi une autre vision de l'espace. Et donc ça nous connecte à l'inconscient optique de Benjamin et à comment il pourrait être à l'œuvre aujourd'hui à travers ces petites formes. Donc là, il y a une série aussi de femmes. Ici, une artiste néerlandaise qui s'appelle Catharina van Ramesen, qui fait son autoportrait, et juste à côté, Sophonis van Wissel, qui est plus connue. Toutes les deux affirment leur pratique. À l'époque, évidemment, les artistes femmes ne sont pas du tout nombreuses, ou si elles pratiquent, parfois elles se font voler leur œuvre qui est attribuée à des hommes qui les entourent. Vous voyez notamment ici le sourire de Judith Lester, une autre artiste néerlandaise, presque moqueur, très très contemporain. Justement parce que soudain, avec l'autoportrait, on a cette immédiateté qu'on ne connaissait pas, avec la distance de la description des scènes historiques, etc., qui prévalait avant. Évidemment, je ne pouvais pas, même si ce n'est pas du tout exhaustif, ce que je propose ici, Rembrandt est un des peintres qui s'est le plus représenté, que ce soit par la peinture à l'huile ou par le dessin. Et ici, on a le premier portrait dans cette scène du Fils prodigue, où un peintre va montrer sa propre femme. Donc l'intimité commence à envahir peu à peu l'espace du tableau, l'espace de la représentation qui appartenait à la cour et à l'église, à Dieu et au roi jusqu'alors. Ça commence là pour venir vers des formes beaucoup plus mélangées du quotidien, avec les débuts de la modernité, et notamment les gestes de cubistes avec leur collage. Donc, on continue ici. Kupka, c'est aussi un artiste très important qui a fait beaucoup d'autoportraits avant de s'adonner à l'art abstrait, notamment sous l'influence de son amour pour la technologie et la science et le mysticisme en même temps. Donc, la couleur, évidemment, se libère, on est en plein fauvisme, tout ça aussi, ça participe de tout ce que comporte l'arrivée de la photographie comme médium. Donc c'est très différent de faire un portrait photographique médiatisé par l'appareil, et très différent quand un peintre, vous voyez, s'y met. C'est la même personne, et pourtant c'est pas du tout la même. Les deux sont faits en 1907, donc la même année. Et ici, on a Lovis Corinth qui pose avec un squelette médical, ce qui n'est pas sans rappeler les mises en scène, les déguisements très souvent très gothiques qu'on a dans les productions actuelles. Donc ici, pour la fin de cette présentation historique, j'ai gardé Edvard Munch. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre norvégien. Oui, je demande juste pour vous dire 2 mots ou pas, hein, c'est pas un contrôle. C'est un peintre norvégien qui naît au milieu du 19e siècle, qui meurt pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ici fait un autoportrait en 1882, alors avant d'avoir son propre appareil photo, et alors que les appareils commencent à devenir portables et abordables dans les grandes villes européennes. Donc l'angle que vous voyez, vous le voyez tenir, c'est très très proche de ce qu'on peut faire comme autoportrait en tenant à bout de bras l'appareil photographique. Et c'est assez émouvant parce qu'il le fait sans avoir d'appareil photographique. Et quelques années plus tard, en 1909, si je ne me trompe pas, quand il sera à la clinique
de détoxication, on va dire, à Copenhague, parce qu'il souffre d'alcoolisme, de déprime, etc., il va commencer à faire le geste qu'aujourd'hui on connaît très bien, tourner l'appareil vers soi, au bout du bras, et se prendre en photo. Il est, selon les archives dont disposent les historiens de l'art, le premier et un des très rares à inventer ce geste, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres peintres qui avaient accès à des appareils photo, mais ils les utilisaient soit pour garder l'image d'un modèle, et comme ça ils ne payaient pas la personne, ils pouvaient travailler d'après photographie pour leur peinture, ou sinon, l'autre cas, c'était des souvenirs familiaux comme tout le monde. Personne ne va se concentrer autant que Munch sur l'art de l'autoportrait photographique, et évidemment, il fera aussi beaucoup d'autoportraits peints. Donc là, c'est un portrait de la première période. Ce qui l'intéresse, c'est à la fois de voir son visage comme il ne peut pas le faire à partir du miroir, de trouver des angles qui ne sont pas donnés à sa vue comme ça. Aussi travailler beaucoup avec les déformations. Vous voyez comment le haut de son corps est beaucoup plus grand que le pied. En fait, aujourd'hui, je vous dis, vous voyez, mais aujourd'hui, on voit ces choses beaucoup moins parce qu'on est habitué à ce type de déformation. À l'époque, ça sautait aux yeux. Et il y a des tableaux de Munch où il va créer exactement les mêmes effets. Au lieu de suivre l'effet optique naturel de l'œil humain, il va imiter la caméra, les images stéréoscopiques très souvent, ou tout simplement ce type de déformation, et aussi les apparitions des sortes de halos qui les passionnent tous. Hein. Ils sont très nombreux, les artistes à l'époque, qui sont aussi intéressés au mysticisme, au spiritualisme, qu'à la science et la technique. Après, pendant longtemps, il ne va plus faire de photos, et dans les années 1930, là c'était l'appareil photo qu'il utilisait, donc la Kodak, ce boîtier qui permet pour la première fois de faire ce qu'on appelle encore aujourd'hui un snapshot. C'est-à-dire on appuie et ça se fait. Donc évidemment il y a une immédiateté là aussi, on peut capturer le moment sans la chambre, sans des choses très très incompréhensibles, et avec toutes les imperfections qui permettent que le peintre se mélange à ses propres peintures, ou qu'il voilà, s'engage dans des angles qui ne sont pas du tout naturels, mais viennent de cette posture où l'appareil photo, beaucoup plus lourd que ce qu'on a nous aujourd'hui, l'oblige. Cependant, le premier autoportrait photographique, il date de 1839, donc la date de la naissance officielle du daguerréotype. Ici, en France. Là, c'est Robert Cornelius, qui est un Américain, qui quelques mois plus tard va faire cet autoportrait, qui a priori est le tout premier. Ce portrait anonyme de la femme qui se tient au milieu, regardez comment elle a vraiment fait toute sa mise en scène, et je ne sais pas si c'est voulu, mais vous avez tous ces êtres proches qui sont à côté. C'est-à-dire qu'elle s'ajoute, l'acte de photographier participe à l'ensemble de ses proches qui sont déjà photographiés ici. Évidemment, une des premières grandes valeurs attribuées au portrait photographique, c'est le fait de pouvoir tenir à côté de nous les morts ou ceux qui sont loin. Donc une sorte d'ubiquité, certes réduite, mais très très importante à l'époque. Et cette fonction de gestion des êtres chers et lointains est complétée par une fonction tout autre qui est celle du fichage et de l'administration, qui dès le début s'empare de la possibilité de photographier et de ficher les individus. On voit aujourd'hui où elle peut mener plusieurs décennies plus tard. Donc là, c'est Escher, j'imagine que vous connaissez ce peintre
des formes mathématiques complexes qui répètent un peu les gestes du parmesan et qui va faire des tableaux à partir de cette mise en abîme de son visage. J'ai mis quelques portraits aussi. Bon, Andy Warhol, évidemment, que ce soit à travers les Polaroids comme ici, à travers les sérigraphies qu'il réinvente, va essayer de multiplier les portraits et les autoportraits dans une optique complètement fantomatique, spectrale et aussi zombiesque, si on peut dire, que celle du GIF, avec cette apparence de mort-vivant. Combien de temps j'ai encore pour calculer un peu je sais pas, jusqu'à 11h30. Puis après, on fait les questions. Oui, 11h30, oui. une demi-heure. Et là, il est moins 5, c'est ça? Oui, moins 10. Donc, d'autres portraits ici, un portrait mis en scène, c'est-à-dire une des toutes premières fois où au lieu de chercher à capturer sa représentation comme le fait la dame devant son miroir ou tout simplement son autoportrait comme le fait Cornelius ou Munch, on a Hippolyte Bayard, encore un Français, qui va vraiment créer une mise en scène. Il va se présenter en noyé, ce qui n'est pas sans connotation par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie à l'époque. Donc c'est la première fois que quelqu'un s'empare vraiment de manière non documentaire de l'autoportrait. Et Bob, passage subit vers une forme contemporaine, qui nous pose un peu par cette juxtaposition, ce continuum, la question, est-ce que tout ce que je viens vous montrer, et notamment Munch, puisqu'il tient l'appareil comme ça, est-ce que ce sont des selfies avant l'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est que le terme a été changé? On ne parle plus d'autoportrait, mais de selfies. Pourquoi, en fait? C'est plus sympa, en fait. C'est beaucoup plus convivial, c'est sûr. Voilà. Mais est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on fait des photos d'identité aussi. Les photomatons, ces choses-là, quoi. À Paris, il y a tout le temps. On va se faire ça parce qu'on est dans la file d'attente. Il y a quelque chose. Ça a toujours été du côté du divertissement, aussi bien que et du ce que vous fichage, disiez aussi, de se ficher, quoi. Parce qu'en plus, ça, c'est des choses qui sont sur des plateformes. Après, on raconte sa vie et on se montre. Exactement. Et comment est-ce que ça se trouve sur ces plateformes? C'est eux qui le font en plus. Hein? Non, en plus, c'est des gens qui le font eux-mêmes, pour eux-mêmes. Voilà. Et c'est ce que ne faisait aucun des personnes qui s'occupaient de se représenter, de se mettre dans l'espace de la représentation. Donc, ce n'était pas des selfies juste parce que Munch gardait la caméra comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des selfies où on va voir les acrobaties auxquelles on s'adonne pour... Ça se passe plus tellement au bout de bras, hein. On peut faire ça avec le pied, on peut carrément avoir les deux mains dedans. L'important, c'est que ce soit une image qu'on a taguée, hashtagée comme selfie, et qu'elle se trouve sur un réseau. Donc c'est le fait que ça c'est fait pour être vu par la communauté, et pas seulement vu, mais liké, réenvoyé selon les plateformes, Tumblr, Vine, toutes choses, donc comme des recommencements de la vie, hein. On est toujours dans ce type de loop, de boucle, pardon, un peu comme dans les jeux vidéo, où on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir, hein. Et le GIF sert à ça aussi. Oui, je pense en plus dans cette fille, il y a une dimension autre que de se représenter soi-même, c'est qu'on veut imiter autre chose. Ah oui, c'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'est une imitation vraiment d'une... Mais même se représenter soi-même, je dirais que je ne pourrais jamais assez souligner à quel point c'est complexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis tout de suite, le miroir est déformant. Et si le miroir, qui est une surface comme ça, très très calme, est déformant, on peut imaginer à quel point nos téléphones portables, tout appareil photo est beaucoup plus déformant.
Et Ouais, déjà, puis on c'est a des- représenter, ça veut dire se mettre de l'autre côté. Puis c'est aussi imiter, parce que du coup, ils reprennent les poses des stars, des machins, des gimmicks, Tu tout veux ça. dire qu'il y a un effet épidémique d'imitation d'une personne à l'autre, Oui, dans parce ce que sens? dans l'autoportrait, par exemple, du Munch, il y a quelque chose de très naturel, c'est-à-dire qu'il se prend en photo à un instant donné. Oui. Alors que dans le selfie, je trouve qu'il y a une dimension de l'imitation, on veut imiter, et par exemple, sa star préférée, ou je sais pas quoi, Oui, il y a un ça aussi. surjeu, et je trouve qu'il y a... Mais parce que ça On s'adresse est tout plus de dans suite à l'autoportrait, je quelqu'un. trouve. Oui. Voilà. Tandis que Munch, il fait ça dans une solitude assez extrême. C'est des questions d'introspection qui passent par l'auto-observation. Ce n'est pas du tout le même contexte. Mais après, il est vrai aussi que le selfie est très très différencié. C'est-à-dire qu'il existe exactement ce que tu décris, mais il y a aussi d'autres situations où ça devient autre chose. Et d'ailleurs, je n'ai pas pensé à faire la liste de tous les noms qu'on leur donne et qu'on invente tous les jours. Il y a, si on se pose sur un shelf, sur une étagère, ça devient un shelfie et pas un selfie. Si c'est plusieurs personnes, c'est un assis, de as, nous. En français, j'ai vu quelque part la très très sérieuse traduction égo-portrait. Ah oui, égo-portrait. Donc voilà, on est dans l'insertion dans un circuit où on veut coûte que coûte être présent, ou plutôt être représenté, parce qu'on n'est pas présent par ces types d'avatars. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ça, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'en lisant d'autres théoriciens, chercheurs qui travaillent sur les selfies, ils sont pratiquement tous prêts à dire que c'est des mini-moi, mini-mises. Par exemple, Lev Manovitch est en train d'orchestrer un grand laboratoire assez coûteux, sûrement avec l'Université de New York, où il enseigne l'histoire, la science, l'histoire computer science, la science informatique. Et donc, il travaille sur des big data, des ensembles énormes de données qui sont lus par des machines et par son équipe. Et ils arrivent à des résultats. Par exemple, on sait aujourd'hui que les selfies de Bangkok sont les plus souriants de la planète, celles de la Russie les plus tristes. Les femmes, en général, inclinent plus la tête que les hommes, en font beaucoup plus de selfies aussi. À Sao Paulo, au lieu d'avoir un angle de 12, elles ont même de 16, très très souvent. Donc voilà, il y a des données comme ça. Ils sont très très méticuleux dans leur approche, mais pour eux, c'est des mini-moi. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils pensent que c'est une partie de la personne qui est en ligne. Au lieu de passer par le fait que c'est médiatisé, que c'est une image qu'on veut se donner, qu'on sait qu'on va l'adresser. Donc c'est une image qui raconte de manière publique l'intimité dès le départ. C'est pas Munch qui savait pas, il savait pas que Clément Chéroux du Centre Pompidou allait fouiller dans ses archives. Ça, il faisait pour lui-même. Et c'est surtout comment on reconnaît un portrait d'un autoportrait aussi. Parce que sauf quand on voit un bout de membre qui manque ou un appareil photo, comment on peut ça peut être mal interprété. En fait, ou... il y a de tout. On va... Désolée, il y a un glitch très beau. Je ne sais pas si vous le voyez là-haut. Vous le voyez qu'il y a Ici, c'est comme si j'étais sur un écran cathodique. J'ai le signal qui coupe l'écran en deux. Donc, je vais vous montrer. Il y a vraiment de tout. C'est des vraies catégories. Là, par exemple, on a un jeune homme qui fait quelque chose d'absolument passionnant. Regardez comment il s'est mis en scène. On voit comment il a fait pour monter là. Il est dans des toilettes publiques en plus. Et il se tient ici où il y a son téléphone qui est là par où on le regarde. Donc on voit son visage qui s'adresse à nous et en même temps le reste de l'image nous explique comment il a fait pour se trouver là. Vous le voyez? Donc au bout du bras est dramatisé très souvent. Ou sinon on a des cas où, regardez, cette femme elle est athlétique au possible. Vous voyez comment c'est avec son pied pendant qu'elle se brosse les dents qu'elle active le bouton
C'est un miroir. Ah oui, je n'ai pas la pause. Et la Et Sky, où est-il le... les Ménines. Attendez, j'ai un selfie de quelqu'un qui se tient en pleine élévation et évidemment il n'a pas de... Ah, peut-être que c'est plus bas. Attends. Voilà. Ah, il a le... Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il a. Je pensais qu'il n'avait pas. Et que c'était quelqu'un d'autre qui prenait. Parce que ça existe aussi. C'est-à-dire qu'on prend des libertés du moment où il y a le hashtag selfie. Il y a une souplesse. On peut à la limite se faire photographier par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas... La contrainte, c'est plus dans le niveau, au niveau de la présence publique et la présentation de la chose que dans la manière où ça va être mis en scène. Donc là, oui, ça c'est le moment, décisif de Henri Cartier-Bresson, on va dire, qui apparaît. À côté, cette image très étonnante parce que ce jeune homme est monté là-haut pour prendre le selfie, c'est très vertigineux. C'est le gagnant de selfie Olympics. Pendant le jeu olympique de Sochi, il y avait cette activité parallèle en ligne où les gens, là c'est une salle de bain, vous voyez elle tient son appareil et là c'est le rideau de la salle de bain. Elle a tout transformé. C'est beaucoup de travail quand même. Hein. C'est des heures passées. Lui, il pose, ayant changé comme un autre Fred Astaire, sa position dans l'espace. Quand je les compare à des artistes de diverses formes, des types, c'est en faisant référence plus à ce que tous ces gens ont vu ou vécu, et pas pour dire que c'est au même niveau et que ce sont des formes similaires. Mais ça montre comment toute cette génération, parce que très souvent, bon là c'est pas le cas, mais très souvent ça peut être des tout jeunes gens. Là, comme c'est à partir de Christina Ricci, on a les femmes les plus âgées que j'ai trouvées. Hein, Christina Ricci, vous connaissez? Non. C'est une actrice qui était par exemple dans Buffalo 66 de Famille Adams. Adams Family. Et il était aussi dans la Adams Family, elle était la petite, tout à fait. Et donc elle est très petite et elle en profite. Et voilà, c'est elle qui n'a pas de caméra. C'est un photographe professionnel pour sa promotion qui fait ce qui passe pour un selfie, qui crée une catégorie qui lui est propre, qui s'appelle Reaching. Donc c'est de son nom de famille avec ing à la fin. Et reaching, c'est comme quand on s'étire la main pour attraper quelque chose en anglais. Reach for something. Et donc ça devient un hashtag et ces femmes l'imitent. Ça se propage très très... Mais après du coup ça c'est les mêmes. Comment? Les mêmes. Enfin les mêmes. Les mêmes. La mémétique. Ouais. Ah, oui. Ben oui, évidemment, il y a cette comment on appelle ça, la circulation comme si le modèle c'était les virus dans un corps. Hein. Ça va, c'est comme une épidémie, c'est le marketing viral en fait. Hein. C'est cette même structure, comment ça marche ça marche aussi parce que tout de suite d'ailleurs, dès qu'on se met dedans, on voit très vite à quel point d'un réseau à l'autre on trouve les mêmes selfies qui circulent. Donc en même temps il y a une très grande production et en même temps il y a une sorte de boucle dans laquelle on est pris et on va voir les mêmes revenir. Ça c'est c'est un peu aussi les lois de la popularité. Et Madame Atipi, vous avez posé une question et dans la série d'images que vous montrez, il y a une image qui n'est pas un autoportrait, qui est un autoportrait, mais un autoportrait gravé, photogravé, et qui est sans doute pas de hasard, parce que vous le montrez à Chalon-sur-Saône, qui est une publicité pour le premier Kodak portable.
Et c'est là qu'on peut répondre à votre question, parce que c'est à ce moment-là que vous faites la bascule, effectivement. Vous êtes là à l'école de médias d'État. La bascule, elle est là. Elle est ce qui s'est passé avec l'appareil photo, et c'est là qu'est le basculement. Et moins à la question du selfie. Parce que finalement, tout avant, vous faites une histoire de l'art, l'autoportrait n'a de validité que dans l'art, dans l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui se passe avec le selfie? Tout à fait, oui. C'est là que la question que vous posez, parce qu'on aurait pu faire toute une généalogie. Il suffit d'allumer une généalogie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toute une généalogie de toutes sortes de pratiques oubliées, mais justement qui restent en mémoire dans le musée, de ces pratiques de portrait ou d'autoportrait, et qui, notamment, puisqu'il y a la photo de Warhol a pu utiliser le Polaroid, mais aussi, comme on a mentionné tout à l'heure, le photomaton, pour en faire un portrait d'ailleurs entre deux images que vous avez montrées l'une à la suite de l'autre, mais dont une image est manquante. C'est l'autoportrait de Warhol, les yeux fermés. J'ai dit que c'était loin d'être exhaustif. Hein, ouais, c'est parce que juste. je ne suis pas en train de dire ça, bien sûr. Et par rapport au portrait de Bayard, parce que le portrait de Bayard, qui est lui-même l'autoportrait de Bayard, qui n'est pas simplement une fiction, ce qui est remarquable dans cet autoportrait, qui est effectivement, c'est qu'il met en jeu le fait que soudainement la figure, elle se noie dans la matière elle-même qui la produit, donc le liquide, les sels argentés qui vont se dissoudre, etc. Et donc, c'est ce passage-là qui est non pas manquant dans votre conférence, parce que c'est remarquable, surtout cette année, d'avoir quelque chose qui, dans le cadre de l'école, se coltine avec la question d'une histoire des médias. Mais là, justement, il y a une bascule entre une histoire de l'art et ce qui devient à un moment donné autre chose, une pratique et des médias. Et c'est ça qui a besoin de problématiser quand même. J'ai bien dit que c'était... C'est-à-dire que vous dites par exemple, les gens, ce qui les intéresse dans les médias, c'est qu'immédiatement, ils les envoient dans un circuit, évidemment. Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est ça qui différencie les selfies des autoportraits qui sont faits avant et qui ne participent pas d'un réseau. Voilà, qui ne participent pas d'un réseau, mais qui participent de l'art. Qui participent de l'art, parce que vous avez mentionné à ce moment-là que l'autoportrait particulier de Munch, qui est dans un état particulier à ce moment-là, dont le caractère artistique est problématique. Mais tous les autres autoportraits que vous avez mis, et c'est en ça qu'ils savent, ce sont des autoportraits de l'histoire de l'art. Non, cette femme, elle est chez elle. Hein. Oui, mais bon. Non, mais justement, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par quoi? Par la question de l'appareil photo. C'est que la bascule se fait à ce moment-là. Tout à fait, et et cet élargissement-là. Mais il y a, donc c'est cette question-là qui est problématique, c'est-à-dire que l'autoportrait appartient, c'est un genre artistique pour lequel on peut faire une histoire qui devient problématique à partir de la photographie, parce que là, déjà, l'histoire elle-même de la photographie est problématique parce qu'elle commence pour le dire vite, à rhizomer. Elle appartient effectivement, donc vous dites, on peut dire, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art pour ce portrait? Tandis que, et dans le selfie qui rend cette question rhizomatique devient encore plus massive. Mais elle se passe à partir de la... Vous voyez, c'est cette question-là... Je pense que maintenant je vois ce que vous... C'est cette question-là. Je ne dis pas... J'essaye de trouver le lieu pour répondre à votre question, parce que ça se passe de manière étagée à ce moment-là. Il n'y a pas simplement une histoire, l'autoportrait dans le cadre de l'art
c'est une histoire qui commence quelque part entre la Flandre et Florence. C'est une histoire très complexe, très précise, qui passe par l'autoportrait comme figure d'introduction dans la grande peinture, la Pala et des rétables, ou des autoportraits plus précis comme celui effectivement remarquable de Parmesan. Et ensuite, au moment de la photo, les choses deviennent effectivement plus complexes, plus diverses et commencent à se disséminer. Et c'est quelque chose qui ne fait que s'accentuer au moment du selfie. Mais on pourrait tout à fait trouver d'autres pratiques. Au Japon, dans les années 90, il y avait ces petites choses, on pouvait faire des autocollants, c'est-à-dire les photomatons ne servaient plus à faire des photomatons. C'est dans ces cabines, mais on pouvait faire toutes sortes de petites choses qu'on imprimait, et les écolières imprimaient ça sur leur cahier. Donc ce sont des choses qui sont du pré-selfie. Juste, j'ai l'impression qu'on est déjà rentré dans la discussion, alors que ce n'est pas du tout fini ce que je voulais faire. Donc, non, mais comme vous avez posé une question, ouais. On tente. Oui, non, mais très bien. Disons que je ne suis pas sûre d'être d'accord sur la nature du problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, si je comprends bien, la photographie pour vous est d'abord un art et après autre chose. Ah, d'accord. Parce que justement, non, évidemment... je dis la bascule. L'autoportrait, c'est un genre dans le cadre de l'art, qui n'appartient pas à tous. En peinture. Voilà, en peinture. Entendu. La bascule évidemment, se fait à partir de la photographie, il y a une bascule qui le dissémine et qui ensuite va vers... Oui, mais il le dissémine parce que désormais, on n'a pas besoin d'avoir accès à la virtuosité et au savoir-faire du peintre. On a besoin d'avoir accès à l'argent qui nous permet de s'offrir cet appareil. Et après, comme disait Kodak, tout se fait, le reste, c'est nous qui faisons. Donc, c'est une première généralisation d'accès à la pratique de l'autoportrait. Après, je pensais l'avoir dit, mais apparemment pas assez. Après, concernant le selfie, ce qui change, c'est que cette pratique déjà très généralisée, mais jamais autant avec les portables, etc., de la photographie, elle ne reste pas dans les albums familiaux, elle ne reste pas dans le tiroir, elle se destine en grand nombre, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de selfies qui sont des non-réussites, des échecs qui restent chez nous ou qu'on dit qu'on efface. Mais ce qui différencie l'intention de l'amateur qui fait le portrait, c'est que c'est la première fois qu'on a des amateurs qui vont présenter ça à l'espace public, tandis que les autres, c'était des souvenirs familiaux avec la pratique de l'autoportrait. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup au réseau. Là, en fait, je voulais... l'idée, c'était de montrer en même temps que cette histoire de la photographie un peu de cinéma, comment le cinéma, comme on ne le connaît pas, joue un rôle dans la rencontre des gens avec leur image mobile. On va juste regarder quelques minutes, un petit extrait. Donc on est en 1904, c'est le tout début du XXe siècle. Le cinéma a 9 ans, c'est lui des Frères Lumière en tout cas. Et donc on est à Trèves. Et je vais vous laisser regarder la scène. 1900. C'est pas la peine. Donc c'est à la sortie de l'église. Et la caméra, elle est là. Les gens passent, je vais l'avancer. Ah non, trop. Donc voilà, on a ce gamin qui reste là. Les gens regardent cet objet. Ils ne savent pas trop pourquoi il est là. Ils le saluent. Chacun a un peu sa propre attitude, c'est le tout contraire de ce qu'on a aujourd'hui comme comportement avec nos appareils photographiques. Et après, la même scène en 1909,
5 ans plus tard, la même commune de Trèves, les gens sont beaucoup plus cool déjà par rapport à tout ce qui se passe, même si ça ne laisse pas indifférent le regard de la caméra, comme vous le voyez. Mais il y a une aisance qui n'était pas là dans les premiers plans de 1904. Ils la saluent, etc. Parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de ce qui va se passer le soir même dans leur ville. C'est-à-dire que la compagnie de théâtre électronique, comme ça s'appelait à l'époque, d'Edison, Thomas Edison, le fameux, va leur proposer pour quelques cents de se voir en spectacle. Donc les gens vont dans de petites cabanes improvisées pour voir la ville en spectacle et eux-mêmes dedans. Et c'est un moment où ils partagent leur existence représentée, déformée, redonnée en spectacle, en commun, à la fois sur l'écran et dans la salle du spectacle. Ça n'a pas duré très longtemps, cette pratique, mais c'était vraiment très très populaire, un peu comme les selfies sont populaires aujourd'hui. Tout comme aussi les photographes, avec des machines plus encombrantes que les Kodak Brownie, qui marchaient dans les rues des capitales et pour une somme vraiment modique, proposaient aux passants de les prendre en photo. Et donc c'est aussi l'époque où Munch, par exemple, va faire des portraits des gens en Mars qui viennent vers nous, justement parce que dans les marchés des photos qu'on trouve, ça revient comme motif. Donc l'idée qu'on s'est fait de qui on est, comment on marche, comment on parle, etc., est en grande partie le fruit du renvoi qu'on a de tous ces moyens techniques de représentation de qui nous sommes, dans une différence évidemment infinie. Donc, dans cette optique-là, et si on a le temps, j'ai prévu de montrer, ça dure 5 minutes 40, les 3 transitions de Peter Campus, qui date de 1973. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, peut-être que ce n'est pas la peine. Non. Donc, pourquoi ce retour dans le temps? Pour regarder comment un artiste comme Peter Campus, dans les années 70, s'empare littéralement de la vidéo, du traitement du signal et aussi, très important, du retour au moniteur. C'est-à-dire qu'on aura en 5 minutes 40 secondes 3 transitions où il travaille et il joue et il détruit son propre image dans les circuits fermés qu'est celui du vidéo. Il est en train de se projeter, de se regarder faites attention à son regard, il vérifie ce qu'il fait dans la vidéo. Donc il est comme pris avant la lettre dans une sorte de selfie, mais, et c'est très important, c'est un selfie qui est conscient de lui-même et qui est retravaillé, déplacé vers autre chose. Et c'est là où, je pense, l'art vient dans les arts de faire. C'est-à-dire, on a toutes les pratiques qui nous entourent, les pratiques amatrices, les pratiques populaires. C'est très très important parce que ça nous façonne, ça nous conditionne jusqu'à un degré tous, et notre compréhension du monde et l'action là-dedans. Mais il faut ce pas de côté que fait ici avec une inventivité incroyable qui problématise à fond, il me semble, ce que fait la vidéo au signal télévisuel. Mais je vous laisse regarder.
Là, j'aurais pu aussi bien montrer Art Make-up de Bruce Nauman, où pendant 40 minutes, on voit l'artiste se maquiller, passer du blanc au rouge, au bleu, au noir, par couche. Ou s'il n'y avait pas tant de lumière, on aurait pu aussi regarder le 15 minutes de Touching de Paul Charit, un film magnifique où ce que Campus fait ici sur le signal vidéo, il le fait Charit avec le film et la pellicule. Donc ce sont des artistes qui sont plus proches de nous peut-être hein, que les artistes de la Renaissance, qui font partie des premières générations eux aussi à accueillir des nouvelles formes de traitement de l'information, des circulations et de reproduction de l'image, et qui conceptualisent justement le rapport à ça. Donc il me semble que sur la question, parce que évidemment, même si la question ne s'est pas posée de manière frontale pendant ma présentation, et j'ai voulu parler d'art de faire, c'est tentant d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces arts de faire. Et surtout quand on est artiste et on a envie de se positionner dans le monde qui nous entoure pour mieux le réfléchir, pour produire, faire des choses dans le contexte, dans l'actualité. Hein. Et donc il me semble que ce qu'il fait en 73, Campus, et c'est pas sa seule pièce qui va dans ce sens, mais là c'était trop tentant de le voir utilisé par exemple dans la deuxième transition qui est peut-être la plus parlante. Il se maquille lui aussi comme Nauman avec la peinture bleue qui fait qu'il devient une surface de projection comme les gens qui présentent la météo. C'est ça qu'il fait. Et donc il fait un double selfie où l'un détruit l'autre. Quand je dis selfie, c'est toujours entre guillemets. Et il met en scène, il met en question, on abîme, il perturbe cette idée que la vidéo c'est un signal qui dit la vérité, qui transmet et qui peut répondre qui on est. En fait, on revient à Lacan, mais non pas pour le narcissisme, plutôt pour le stade du miroir, où l'identification est en fait une pure étrangeté. On se reconnaît et on ne se reconnaît pas dans le miroir, et c'est comme ça qu'on devient qui on est. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair, et si ça ne l'a pas été, c'est le moment peut-être de clarifier tout ce qui me pose problème. J'ai une question, c'est dans le travail de Peter Campus, Free Transitions, vous appelez ça selfie. Avec beaucoup de guillemets, je dis. Oui, mais c'est tout sauf, enfin, c'est pas un selfie. Non, évidemment. En 1973, comment Peter Campus voit ça, comment ensuite la critique voit le travail de Peter Campus. En fait, il y a quelque chose moi, que j'arrive pas à comprendre, parce que le selfie, ça appartient à notre époque, à notre contexte. Et ça m'effraie souvent un peu ce genre de choses, parce que du coup, on décontextualise beaucoup peut-être les mots. Là, selfie, ça prend si c'est. Ouais, et du coup, on dit peut-être que Peter Campus c'est un selfie, quoi. Non, c'est pas un selfie, parce que Peter Campus n'appartient pas à notre période à nous, le selfie de l'espèce de narcissisme exacerbé qui va ensuite sur les plateformes et qui n'appartient en aucun cas, je pense, en aucun cas à une pratique artistique, qui appartient en aucun cas à l'histoire de la peinture
dans son autoportrait, c'est une pratique même, je pense, inconsciente de la part des gens de se prendre en photo. Je suis sûr et certain que les nénettes... Ça, je suis pas d'accord avec toi. N'ont pas du tout en tête Van Eyck, d'ailleurs, où il écrit en dessous de la peinture « Je fais ce que je peux ». Je suis sûr que les nénettes, elles se prennent en photo. Non, mais elles en ont conscience. C'est quand toi tu le fais, tu peux pas ne pas avoir conscience de ce que tu fais quand même. De Loana qui se prennent en photo comme ça. Mais tu sais ce que tu fais là-dessus. Quand même. Ah, je pense. Non, mais attends, tu peux pas ne pas savoir ce que tu fais quand c'est toi qui le fais. C'est de la schizophrénie pure, quoi. Non, mais moi, peut-être Non, que elles pour les suivent gars, des c'est un schémas, peu mais après elles le faisable. savent quand même. Il y a un truc après, c'est une pratique. Et c'est une pratique, c'est comme la danse au bout d'un moment. En fait, je pensais à Van Eyck, ou je pensais à Parmesan, je me suis pris comme ça avec ma copine, rien du tout. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. À aucun moment j'ai dit qu'il pensait à Van Eyck. Ouais, c'est ça que vous avez compris que j'ai dit. Ben ouais, il n'y a pas de parallèle tout le temps. Tout d'abord, si j'étais aussi certaine que vous de tout, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait parce qu'il y a des points d'interrogation. Hein, tout d'abord. Puis, je prends un soin continu à différencier entre art de faire, qui sont des pratiques populaires. Hein, depuis le début de la conférence, c'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas du tout que les filles ou les garçons qui pratiquent le selfie, parce qu'il n'y a pas qu'à terminer, je ne pense pas avoir dit que s'ils font des selfies, c'est parce qu'ils ont vu Van Eyck et ils ont lu l'inscription sur le tableau comme vous. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'on a traversé tout le XXe siècle en allant vers une direction où la différenciation entre high art et low art était, et même ça a commencé au XIXe siècle avec la pratique de la gravure, de la bande dessinée, etc. L'intérêt, ce n'est pas de créer des étanchéités, hein. C'est de voir la vie dans son pullulement, voir comment ça fonctionne et quels sont les croisements et les porosités qui sont possibles, il me semble. Donc les selfies qui n'ont rien d'intéressant de manière isolée sont aujourd'hui une très grande partie de l'univers visuel qui circule autour de nous entoure, nous hypnotise, change notre manière dont on voit le corps. Ce n'est pas du tout un registre artistique qu'il faut mettre tout ça, et c'est justement pour cette question, pour cette raison, que j'ai voulu terminer par Campus, qui fait une opération qui est autrement plus... ben ça n'a rien à voir. Et quand je dis selfie, c'est du second voire troisième degré. C'est pour créer des rapprochements, parce que je parle à des gens ici qui veulent devenir des jeunes artistes. Et donc, c'est surtout après 1h30 de présentation de ce type, Dieu nous garde. Que le ciel nous protège de cette calamité. Pour créer justement cette réaction quelque part à l'arrière de la tête d'incompatibilité et en même temps de communication, de circulation des choses. Parce que quand on regarde je sais pas, le guitariste de Picasso ou la femme à la guitare de Braque, c'est pas le spectacle du cabaret qu'on voit. Mais s'ils n'avaient pas vu le spectacle du cabaret, si ça n'existe pas comme forme tout à fait nouvelle, s'il n'y avait pas les journaux qui depuis à peine une petite vingtaine d'années pouvaient s'illustrer avec des photos, hein, si on n'avait pas ce mosaïque, le cubisme, si la grande ville n'avait pas existé, je veux dire, il y a toujours un aller-retour qui ne veut pas dire qu'on nivelle tout et que tout est au même registre. C'est malgré tout un peu ce qui se passe quand même. Et en plus, il y a une tendance très forte pour aller dans ces sens. Donc il faut problématiser. Et je pense que je vais beaucoup plus dans le sens de la contextualisation et de leur historicisation, plutôt que de dire « Ah, le selfie, ça existe depuis 2011, on n'a jamais vu ça ». C'est une question de la représentation du visage humain et du corps humain par extension. Je ne sais pas si je réponds un peu ou si je crée un énervement encore plus grand. Non, vous savez,
Vous n'avez pas cité un Conchi, il n'avait pas fait quelque chose aussi là-dessus, dans une caméra Tout à fait, à Conchi, ça serait je me souviens génial. pas, Mais je me on souviens a... pas complètement de la pièce, il se filme. Mais oui, c'est là où il se masturbe en fait. Non, mais il y a celui où il est couché par terre, Il en est fait. couché par terre. Et oui, il y a la Chantal, pièce il où filme. il se masturbe vraiment, et puis il y a l'autre où ça devient gênant de le Si, regarder d'accord. parce qu'on a l'impression d'être vraiment dans son intimité absolument. Mais Mais évidemment, en 1h30, c'est dur de tout mettre. Ça Louise parle, je me souviens plus ce qu'il dit par exemple, par contre. Il raconte une histoire, en fait, ouais, c'est le film sa clope. C'est très joli. Il y en a une où en fait il est dans le sous-sol de la Ouais, sous le plancher de la galerie, ouais. sur le- C'est si. D'accord. Mais malgré tout, Madame Akpiti, d'appeler le Peter Campus un selfie, c'est pas très intéressant. Non, franchement, non, je dis, moi je comprends tout à fait le point de vue. Si on se met dans un point de vue court, certeau, d'une certaine manière, ou d'autre, sur un point de vue, on va dire, anthropologique, sociologique, ethnographique, de penser l'image d'un autre point de vue. Il y a une chose, c'est d'ailleurs tout ce qui fait qu'à un moment donné, dans les années 90, on parle plus d'art, mais on parle d'image. Là, il y a un basculement, qui là encore, de mon point de vue, c'est parce qu'on est à Châlons, hein, ça vient un peu de la photo, ça vient beaucoup de ça. Donc, parce que le selfie aussi, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire c'est appropriation ou ces jeux permanents de reflux et d'afflux de technologies qui le permettent ou qui ne le permettent pas. On peut aller juste à... il y avait un reflux fort de la photo qui est relancé par ce qu'on appelait des jetables ou des disposables, des prêts à photographier. C'est toutes ces choses-là que commence Kodak là encore. Mais ça ne dit rien, parce que la grande différence des artistes, vous l'avez fait dès le début avec le site YouGlitch, qu'est-ce que font les artistes dans ce cas-là? Effectivement, ce que fait Campus, ce que font d'autres, etc., c'est qu'ils travaillent sur... Il y a un retour du médium sur le médium. Ce que ne font pas les pratiquants, peut-être d'ailleurs certains, mais ce qui est massivement, c'est ça qui est à la fois fascinant, parce qu'on en reçoit bon, effectivement, par le net et le web, tout un retour massif, comme la photo déjà nous le faisait, ce qui rend par exemple un musée de la photographie toujours impossible, parce que où on s'arrête et on fait un musée de la photo. Mais ça n'est pas... c'est une grosse différence, quoi. C'est une grande différence entre les artistes et le cas de Peter Campus. Et de ce point de vue-là, c'est absolument pas des selfies. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la question de l'autoportrait, très certainement, mais c'est quelque chose surtout qui a à voir avec ce qu'il y a à cette époque-là, de l'apparition de la vidéo, du travail du médium, de le faire rentrer dans une histoire, parce que le premier est remarquable pour ça, enfin le deuxième aussi, sur une certaine histoire de la peinture, donc de cette peinture paradoxale qui est le chroma key, qui permet l'incrustation, etc. etc. Mais ça n'a, voilà, donc quand on dit selfie, c'est un peu mou là, on peut rajouter plein de tous les guillemets qu'on veut, ça, c'est pas intéressant. D'accord. Donc voilà, donc c'est ce qui est intéressant. En revanche, éventuellement, ce point de vue on peut dire, il y a un certain rapport à l'image et à l'image de soi-même. Qu'est-ce qu'on fait à ça, qui n'est plus effectivement la charge des artistes depuis très longtemps. Depuis, en gros, là encore, largement l'invention de la photo. On pourrait retrouver en revanche éventuellement, ça c'est peut-être des pratiques qui sont proches du selfie dans d'autres choses. C'était plus peut-être ces portraits qu'on faisait, portraits dans des petites médailles qu'on mettait au XVIIIe siècle, etc. Tout ce jeu, et qui est une autre histoire, qui est une histoire parallèle, qui est une histoire qui a à voir avec l'histoire de l'art, mais pas que. Et qui là, du coup, est dans un cadre anthropologique, ou anthropocentrique, ethnographique, qui permet une autre archéologie. Très bien. Ben, on va dire que je suis tout à fait d'accord et pas tout à fait d'accord. Dans le sens où, quand j'utilise selfie, je pense que pendant 1h30, je fais cette différence. Donc, à la fin, j'insère le mot selfie
c'est pour rire et pour voilà, vous permettre de faire la différence. Quand je dis selfie, on voit que ça l'éjecte. C'est pas ça, c'est pas la question. Je ne l'aurais pas écrit dans un texte. Là, on est in vivo, tous présents, je peux me permettre ça. Mais en même temps, ça me pose aussi, ça m'aide à poser une question. C'est-à-dire qu'une fois qu'une forme est devenue populaire, se généralise, s'impose, devient dominante, est-ce qu'elle ne change pas notre point de vue vers le passé? Donc c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à ça. Ça n'annonce peut-être rien de bon, hein, mais c'est une question. Est-ce que le monde d'avant l'invention de la photographie nous est accessible? Est-ce qu'il nous est imaginable? Avant l'invention de l'avion, maintenant avant l'invention d'Internet même, qui a peu d'années sur... Chaque fois qu'on a une nouvelle forme comme ça de représentation et surtout d'auto-représentation, ça fait bouger de manière incontrôlable presque notre manière de voir. Donc, évidemment, ça m'intéresse 1000 fois plus que tous ces selfies que j'ai vus. Hein. Qu'en plus, c'est pour ça que je termine par lui plutôt que par autre chose. Mais il faut laisser les choses un peu de manière souple, assez ouverte, parce que justement, comme vous l'avez dit au début de votre intervention, on est dans une période où les mélanges et les fusions sont à l'œuvre. On ne peut plus dire « Ah, il y a l'art là ». Non. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, hein, mais on est dans une sorte de... Je ne suis pas contre l'anachronie, enfin, fondamentalement. C'est-à-dire on peut utiliser un terme qui apparaît, et d'ailleurs, je ne pense l'art que dans ces termes-là. C'est-à-dire, c'est nous qui influençons le passé, bien entendu. Et jamais cette histoire, c'est pas... voilà, ça permet de comprendre des choses qui se sont faites avant. En revanche, l'usage éventuellement de termes, je dirais, de manière indistincte, peut être ou pas pertinent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est à certains moments, d'utiliser de manière anachronique un terme permet de donner un éclairage sur telle époque, sinon on écrabouille tout. Donc, par exemple, dans la littérature, vous voyez, le terme d'autofiction, bon, soit il est là pour remplacer le terme qui existe, qui est fort, d'autobiographie, ou il désigne autre chose. Alors ensuite on peut dire, ah mais finalement, je ne sais pas, la vie d'Henri Brulard de Stendhal, c'est une autofiction et c'est pas une autobiographie. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on dit, contrairement à, je sais pas, aux confessions de Rousseau, ou, etc., c'est une autofiction et pas une autobiographie. Là vous voyez, c'est dans ce sens-là. Bon, enfin, on ne va pas s'acharner sur non, mais je comprends très bien. Disons que je ne ferai jamais un texte où je dirais que c'est un selfie. Par contre, comme je l'ai fait aujourd'hui, je les mettrai dans la même recherche parce que je pense que ça donne un point de vue sur la question de comment on regarde et qu'est-ce qu'on fait avec les selfies. Mais ce n'est pas du tout pour dire que Campus, il a inventé le selfie et que c'est pour ça qu'on l'aime. Non, il était un artiste très très important bien avant ça, il a sa propre valeur, mais justement, l'art c'est aussi ça, tout comme les textes, on doit pouvoir les déplacer pour les ouvrir et les garder vivants. Non, mais, il faut qu'ils nous aident à réfléchir le présent et pas juste les garder dans leur pureté des années 70, on va dire. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, je tenais ici des soutenances de mémoire d'étudiants de 5e année, où, si vous voulez, c'était question pour un grand nombre d'étudiants, dont certains sont ici. Ouais, cette question était sous-jacente. C'est aussi pour ça, mais à l'envers. C'est-à-dire pour eux, si vous voulez, enfin ceux qui étaient comme ça, comme un sous-texte qui revenait, c'est dommage d'ailleurs qu'ils ne soient pas plus là dans cette bande pour avoir écouté, parce qu'il y en a certains que ça concernait directement, mais il en reste suffisamment, de dire que, si vous voulez, cet espace-là, c'était plus la question du low et du high art, ou de l'art et de cette autre pratique
en quoi, pour eux, là, ils pouvaient se reconnaître, et en quoi il y a quelque chose qui reste, comment dire, insoutenable dans l'art tel qu'une école, en général, je ne parle même pas de la nôtre, peut encore le porter. Bon, voilà. Donc, dans cet espace-là, ce qui est aussi parti dans nos échanges, là, c'est aussi ça. Si vous voulez, c'est les artistes qui actuellement, depuis très longtemps, ne sont plus des fabricants de formes, ne sont plus des fabricants d'images depuis plus de 100 ans, 50 ans, 200 ans, c'est plus la question. Mais comment effectivement les choses se passent ailleurs et quel est ce rapport entre cet ailleurs et cet art? Parce qu'il ne suffit pas, je suis tout à fait d'accord, tout le XXe siècle joue du high and low, mais à un moment donné, quand Warhol vend ces choses, bon voilà, ils ne vont pas... Je trouve que c'est une très mauvaise approche, le high and low. Ça cache des choses. Ça vient aussi beaucoup du monde anglo-saxon. C'est très. C'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup en français. C'est pas une bonne loupe, on va dire. Ça segmente et ça crée un mythe qui n'a. Les artistes ont toujours regardé ce qui s'est passé, et surtout les artistes modernes. Comme vous l'avez dit sur Picasso, etc. Mais il y a quand même ce jeu, voilà, là, c'est le terme de média, il est là aussi pour remédier au fait qu'il est question de quelque chose qui ne peut pas être simplement résumé par le mot art, par la question de l'art, et qui, chez beaucoup, et c'est normal, de jeunes artistes, la question... Excuse-moi, je te laisse, je me la ferme. Non, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Je pense que du coup, c'est plus une évolution logique et constante de l'autoportrait, le selfie. Et du coup, pourquoi le dissocier? C'est là où Maxime disait de manque de conscience. Je pense que c'est plus un manque au niveau de tout ce que tu vas... C'est un manque de maîtrise en fait, parce qu'avec la vulgarisation de la photo et donc du coup la popularisation du médium photographique, c'est quelque chose où du coup c'est la suite de l'autoportrait qui est lui-même la suite de l'autoportrait en peinture, et du coup c'est devenu populaire parce que c'est ouvert à tous et on est dans un manque de maîtrise des codes qui ont été ceux de l'autoportrait dans le début de la photo et dans la peinture au Quattrocento. Et du coup, pourquoi cette dissociation entre l'autoportrait et j'ai du mal avec ce terme selfie. Voilà, le selfie. Justement, moi je voyais une différence entre le selfie et l'autoportrait que vous expliquez, dans le sens où justement je trouve qu'il y a des selfies dans la peinture, dans la vieille peinture, mais je trouve que le selfie ça se définit par le fait que le médium apparaît dans l'image en fait. C'est justement par rapport au geste, c'est qu'on va comprendre en fait que par exemple dans la peinture, on va voir l'artiste avec sa palette, sa peinture, donc on comprend qu'il y a un retour au médium en fait. On voit l'outil qui a servi à faire la peinture, et c'est ça qui fait selfie pour moi. Par exemple la photo de l'homme en train de léviter. Pour moi, par contre, c'en est pas un, au même titre qu'un artiste peut se peindre. Finalement, il gardait son appareil ici. Ah d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est le fait de justement mettre en avant l'outil qui a servi. Oui, c'est une approche. Un peintre peut très bien se peindre, mais sur le tableau, on ne voit pas la palette, on ne voit pas les peintures, on voit pas les peintures. Dans les portraits des deux premières femmes artistes, elles posent exactement avec tout leur matériel de travail. Henri Sola. Comment? Sur celui de Botticelli, c'est ça que vous avez montré? Non, pas du tout. Ça, c'est des repérages artistiques, si tu veux. Parce qu'on voit ce portrait se retrouver et qu'on a des traces de son image, et donc on peut dire, là, c'est un autoportrait. Après, quand tu es dans ce type de peinture, il y a des caractérisations de la figure d'introduction, où il y a une topique, si tu veux, un truc qui revient, où l'artiste lui-même se représente légèrement sur le côté, un peu en décalage avec ce que tu as signalé, Madeleine, tout à l'heure, c'est-à-dire la question de... Il n'a pas tout à fait la même
texture que les autres figures, tu vois, ce genre de choses qui permet de voir. Cela dit, moi je suis pas l'un ou l'autre, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Dans l'autoportrait, c'est les signes, les autoportraits, c'est-à-dire où il n'y a que la figure de l'artiste, il y a très souvent, il faut pas dire la grande partie du temps, tous les instruments, parce que ces attributs, dans cette époque-là, tu peux pas, si tu veux, de la même manière que tu mets un iris, tu mets tu vois, une fleur de lys dans la main de la Vierge Marie, de la même manière, si tu veux, elle a ses attributs qui sont ses instruments. Le selfie, il faudrait peut-être le définir, si on doit le définir, autrement que par ça. Toi, tu dis, c'est-à-dire la trace du fait qu'on sait que c'est celui qui est en train de faire, etc. Ça, c'est quelque chose qui a à voir dans l'autoportrait. C'est pas quelque chose qui est propre au selfie. Dans l'autoportrait, comme par exemple, vous aviez montré un exemple très rapproché du suédois, je ne sais plus. Munch. Et du coup, là, on ne peut pas savoir si on nous montre la photo. J'avais un peu honte quand Madeleine disait vous connaissez Munch. Attends, tu connais pas le mec qui a fait le tableau le plus cher du monde en plus, maintenant, arrête tes conneries là. Pourtant, ça fait mal. C'est non, parce qu'il était en 5e année. Et il passe son diplôme, c'est pour ça que non, ça va. L'approche que vous proposez, elle est intéressante. Sauf que quand on va dans les réseaux, ce type de purisme n'existe pas. Il est dilué dans une pratique qui dépasse ses propres règles et ses propres codes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le contexte qui permet d'appeler, c'est pour ça que je dis le hashtag, etc. C'est une forme qui est très souple. Après, 90% des fois, on va trouver cette attitude qui est en effet assez intéressante de voir comment il est inséré dans l'image, parce que je pense que c'est aussi ces spectacles qui nous intéressent particulièrement, c'est-à-dire comment comparer l'outil technique qui est notre extension, qui prend presque le dessus sur notre côté smart et intelligent, etc. Et on a envie de s'insérer, pas seulement nous-mêmes dans ces circuits qui nous excluent, le réseau qui n'est pas humain, où il y a des bots, où il y a tout sauf des humains, avec l'appareil qui nous permet cette représentation. C'est pas du tout nouveau, mais c'est intéressant quand même. Ah non, mais ça c'est ça à mon avis, c'est ça qui définit le selfie. Je me recris la différence justement entre l'autoportrait et le selfie. Donc le selfie fait partie de l'autoportrait, mais tous les autoportraits sont pas forcément des selfies en fait. Et que moi, ce que je voulais différencier par là, en fait, c'était que justement, le selfie, on le reconnaît parce que c'est vraiment l'expression, enfin, on voit l'expression, un désir, en tout cas, que ce soit narcissique ou pas, qu'on va expliquer, mais ça met en avant, on voit que c'est nous qui l'avons fait, en fait. C'est pas un portrait, enfin, même dans un autoportrait, on ne peut pas toujours savoir que c'est un autoportrait, c'est ce que je veux dire, en fait. Donc Vermeer faisait des selfies avec ses autoportraits en absence, c'est de ça qu'on parle, de ce désir plus ou moins narcissique de vouloir voilà, ouais, et du coup, dans sa chaise, quand je pense au tableau où il y a la grande carte de l'Europe du Nord et on voit une chaise en plein milieu, c'est ce désir-là du selfie. Donc c'est là où il y a, du coup, on voit que c'est simplement une évolution et que c'est par les questionnements qui évoluent et du coup la dissociation n'est pas forcément à faire, et c'est là où tu disais que du coup tous les autoportraits n'étaient pas forcément des selfies, je crois que c'est ça, et tous les selfies étaient des autoportraits, c'est ça? Et ouais, c'est l'autre. Est-ce que le selfie est un selfiste par sa finalité qui se retrouvera sur Facebook ou une plateforme pour moi, oui. Type Vine ou comme ça? Oui. C'est ce que j'ai dit, que rien qui précède 2000, avant 2002, le mot n'existe pas. En fait, c'est un jeune de 20 ans, un Australien, et c'est pas pour rien que c'est un Australien, qui invente le mot. Il se casse la figure pendant une fête alors qu'il est sourd. Il fait un trou énorme ici. Il a des... comment on appelle ça? Point de suture. Voilà. Et donc, c'est un point très peu commode, il se sent tout seul, et il va sur un forum australien,
et il raconte ce qui se passait, il demande des conseils des autres de la communauté sur le forum. Et la dernière phrase de son message, c'est Sorry for the bad focus, it's a selfie. Désolé, c'est pas du tout bien fait la photo, il n'y a pas de focalisation, il n'y a rien. C'est un selfie. Pourquoi je dis que c'est un Australien qui devait inventer le mot? Parce que dans le monde anglo-saxon, ils sont les seuls à avoir la même pratique que les Français, couper tout. La Tasmanie, c'est Tasie. Et le self-portrait, ça peut devenir selfie. Donc c'est juste un mot qui apparaît une première fois en 2002, de manière complètement accidentelle, sans aucune réflexion qui l'entoure, sans rien. On le retrouve dans des archives en ligne australiennes en 2003, et il n'existe pas. Il est juste un mot comme ça, jusqu'en 2011, où Instagram et le hashtag d'une dame que je ne vous ai pas montré, mais je vais vous donner l'adresse, vous pouvez aller sur... Regardez tous ces selfies. Elle a utilisé, le premier jour où le hashtag a apparu, elle a mis son autoportrait, c'est un gros plan tout simple, sans rien, et elle a mis selfie. Et comme c'est un mot que tout le monde comprend, qui est assez vague, assez débile, idiot, et familier, très très familier, ça a été adopté. Il n'y a pas 3000 couches d'essence, etc. Et c'est en cela que c'est une formidable pratique populaire qui n'a au départ absolument aucune prétention artistique. Mais dans une société où on est tous dans l'apprentissage de devenir des amateurs praticiens, des producteurs, où les séparations entre celui qui produit et celui qui consomme se mélangent et fusionnent sur toutes ces plateformes, que ce soit Tumblr, Facebook, Twitter ou Vine, où j'avais des vidéos à vous montrer, je ne l'ai pas fait. On ne peut pas ne pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe à l'autoportrait, à toute son histoire très lourde de sens que je fais que effleurer évidemment aujourd'hui, par rapport à ce phénomène de masse qui est le selfie aujourd'hui. Sur Vine, en fait, là, j'ai plus la connexion, et comme je vois que le temps est fini, ben, si vous voulez, il y a des... C'est un peu le second degré des selfies. Les selfies que les gens font sur Vine. Est-ce que vous voyez ce que c'est Vine? Vous l'avez utilisé? On a le champion du monde à l'école. Le numéro 1 mondial est chez nous. Donc, pendant ces 6 secondes, de très jeunes personnes s'expriment contre le selfie tout en faisant. Donc, il ridiculise ou critique à la manière des enfants. Hein. Mais ça montre à quel point personne n'est dû. Quand vous dites nénette ou que c'est juste pour... Il y a de ça, tout comme en 1904, les gens adoraient aller se voir en spectacle. Ils n'étaient pas abîmés par la société de la consommation, c'est des choses qui nous intéressent. On comprend qui on est et en même temps on peut oublier qui on est en regardant son visage. Donc c'est des pratiques qui sont quand même pleines de sens. Après, c'est à nous de faire tous les pas qu'il faut, les 400 pas pour que ça devienne Peter Campus. Ça ne l'est pas. C'est des formats qui sont tout faits. En plus, bon, j'ai pas tout dit, c'est des plateformes qui sont propriétaires. On n'est pas chez nous quand on est dans tous ces circuits. Et peut-être que c'est pour ça que tous ces jeunes gens, notamment, veulent inclure leur image. Merci beaucoup. Leur image là-dedans. Donc, bon, il y a de tout sur Vine, mais... C'est ça. Tu peux essayer Jacques Perconte. Comment? Il s'appelle Jacques Perconte, l'enseignant de l'école. Ah oui, je le connais. Ah, tu le connais, ouais. Bon, tu peux suivre sa vie via un petit mais clip, je ne le suis pas sur Vine. Clip de 6 secondes. Voilà, il y a un autre. Excusez-moi, les Vines de critiques adolescentes sont beaucoup plus bas. C'est encore trop artistique. C'est trop artistique. Là, c'est des artistes, en fait, Yoshi Sodeoka, par exemple, c'est... Ah, je suis dans son profil, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, tu es dans son profil, donc
C'est normal. Oui, voilà. Que je ne trouve pas. Voilà. Regardez, Voilà, je vais vous traduire ça parce qu'elle parle vite et c'est très important de lire le sous-titre. Donc, ces deux gamines, elles s'ennuient. La solitude et l'ennui, c'est les moteurs véritables, beaucoup plus que le narcissisme de cette pratique. Et donc, elles mettent en scène le fait que quand on s'ennuie, on va envoyer une image tout à fait contraire sur le réseau. Hashtag so much fun. Do you want to take a selfie? Hashtag so much fun. How normal girls take selfies? How I take selfies? Donc, il y a une forme très récurrente qui est celle de la comparaison. C'est comme la mauvaise poésie où tout est comme. C'est vraiment la rhétorique de base qui se crée et genre, c'est genre. Les garçons, genre, dans un selfie, font comme ça, et les filles font comme ça. Donc, même leur vision du monde passe par là, mais ils se moquent. Et il y a un deuxième degré qui est là. C'est pas de l'art, c'est pas la conceptualisation de ce qui se passe, mais c'est la preuve que Michel Desserteaux a raison. Et que personne n'est dupe de ce qu'on lui vend comme consommation de Je pense que leur vrai problème, c'est qu'ils sont vraiment tout seuls, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, à force de se prendre soi, on ne pense plus aux autres. Et c'est ce problème de réseau, d'extension aux autres, qu'il n'en fait que pour sa gueule, quoi. Et du coup, il y a que ça qui ressort, quoi. Et je pense que c'est des profonds... c'est de la solitude. C'est ennuyant aussi. C'est juste qu'on voit à quel point il y a une... Non, mais il y a un problème psychologique aussi au bout d'un moment aussi. Il y a peut-être quelque chose... oui, se sentir obligé... Se sentir obligé de se prendre en photo pour se faire exister sur quelque chose de totalement virtuel, au bout d'un moment, je pense que c'est quand même psychologiquement instable. Oui, mais ça s'adresse aux gens qui connaissent. Bah ouais, mais ça, c'est justement ça qui fait flipper, quoi. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose, en fait, un manque d'expression quelque part. Mais c'est comme on peut en prendre ici, tout le monde a un Facebook ou quelque chose où il s'exprime. Et qu'est-ce qui se passe après à l'école d'art, là où il y a un milieu où on donne des choses pour les gens, pour s'exprimer, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça justement, ouais, qu'est-ce qui leur manque, quoi. C'est ce lien entre ce qui peut être artistique et quelque chose de... Qu'est-ce que c'est une confession intime pas par rapport à l'émission, quoi. Mais c'est qu'est-ce qu'ils font de tout ça, quoi. C'est pour qui, pourquoi ils le font, c'est ça qui m'intéresse. Ils le font pas pour parce faire que de l'art, ils le font pour se soulager, établir, former dans les bribes de la nouvelle grammaire et du nouveau vocabulaire, du nouveau langage qui est éminemment en réseau et visuel aujourd'hui. C'est le passage du monde de l'imprimé qui finit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de livres et de la typographie et de l'imprimé. Hein. C'est une idéologie, c'est une mentalité, c'est une époque, c'est un zeitgeist. Et à travers ces formes mineures et même très souvent minables, on a un apprentissage, un laboratoire, une école énorme en ligne où tous ces gens qui sont tous, même plus jeunes que vous, et beaucoup plus jeunes que moi, préparent la nouvelle manière de s'exprimer dans le monde. Et ils ne le font pas consciemment, ils ne disent pas « je fais ça ». Mais c'est par là que ça passe et je pense que c'est pour ça que c'est si important. Et dimension ludique aussi, peut-être. Et la dimension ludique, l'inventivité, tout ça, il faut aussi prendre les choses à la légère. Tout n'est pas pathologique. Et ce qui est important, ce que tu as dit tout à l'heure, et ça va changer l'histoire de l'art, de toute façon. Voilà. Quelque analyse qu'on ait du truc ridicule ou autre. Ce sont des symptômes très généralisés d'un monde qui change. Ouais. C'est pas le selfie qui va changer le monde, il est un symptôme d'un monde qui change. Et dans l'appropriation de sa propre image, c'est le premier stade pour tous ces gens qui se font filmer par leurs parents depuis qu'ils ont un jour. C'est une situation très nouvelle. Tout ça change et là, il est travaillé par eux, très souvent à leur insu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils apprennent à comprendre le monde à travers un appareil photo et une caméra, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'allais à l'école primaire et où tout passait par le stylo, le crayon, et j'allais au cinéma, j'avais la télé et plus tard il y a eu la vidéo. Tout ça c'est constitutif de nouvelles subjectivités dans un nouveau monde, dans de nouvelles formes de faire les choses ensemble, d'être ensemble,
ou de ne pas l'être. Mais en tout cas, c'est des pratiques qu'on ne peut pas écarter en disant « Ah, c'est juste des jeunes filles et des garçons qui font des bêtises. » Non, non, c'est juste que je soulignais quand même le fait qu'il y a quand même quelque chose au bout d'un moment qui devient du... ça se distribue, ça se rend, parce qu'il y a une sorte de moquerie, il y a une sorte de tacle derrière, en fait. C'est parce que c'est tellement niais et tellement con que ça en devient intéressant, quoi. Au bout d'un moment, ça devient un peu chiant, parce que j'ai l'impression que là, ça fait... en plus, il y a des émissions télé, pour pas les citer, qui ressassent, en fait, toute cette culture un peu de merde, quoi. Et tout à coup, ça devient, en fait, quelque chose d'intéressant. Au bout d'un moment... Pourquoi pas, ouais, parce que... Mais vu qu'ils n'ont pas cette portée-là, pourquoi leur donner cette portée, cette dimension, quoi? Et à un moment, il y a un truc qui s'inverse, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi, et c'est juste un peu pénible. Mais tout le monde y participe, et on peut pas le contrôler, donc après, c'est... mais bon, je pense que ça sort après du cadre. C'est un peu cloisonné, tu mets des barrières, du coup, à ce qui est... Moi, j'en mets pas, hein, c'est juste... Pourquoi je mets des barrières? Non mais tu cloisonnes, tu dis, enfin tu donnes une définition plus ou moins vague de ça, tu dis que c'est pas pour servir, par exemple, pourquoi on leur donnerait une vitrine. On approche du moment. Alors qu'il n'y en a pas, c'est ça? Non, c'est surtout que, attends, excuse-moi, mais tout ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. On parlait des mèmes, mais c'est il y a des choses en fait qui ressortent où c'est vraiment juste tacler la personne, c'est parce qu'elle est en ridicule que ça en devient intéressant. Et c'est des personnes qui fondamentalement, je pense, ne s'en rendent pas forcément compte. Là pour le coup, Maxime a raison, quoi. Mais elles profitent en fait de ces plateformes, que ce soit YouTube aussi, bien avant du coup, où on peut se filmer en train d'avoir une performance ou un pseudo-talent pour la chanson ou quoi que ce soit. Et ça c'est repris, c'est des millions de vues, et après ça s'enchaîne après entre plein de strates, quoi. Et puis on est bien d'accord, chaque selfie en soi. Mais moi je suis pas contre l'évolution de tout ça, au contraire. Hein, ça, même, c'est difficile d'être contre. Ben ouais. Remarque, si je peux me permettre, ça nous appartient. Ben, je peux. Je connais des partis qui essayent, ceci dit. J'étais très surprise par l'intérêt que je me suis découverte pour les selfies. J'en ai pas fait, j'en ferai jamais. J'en ai regardé plein pour préparer, et je pense que ça va pas me manquer par la suite si j'en regarde pas. Plus, je vais dire de manière volontaire, hein, parce que de toute manière on tombe, je sais pas, il suffit d'être lecteur du Monde, on a des selfies de nos amis sur Facebook qui apparaissent. Ceux qui ont leur visage, soudain on voit sa grand-mère à côté de François Hollande. C'est un nouvel état des choses quand même. C'est tous ces gens qui nous regardent muets à travers les écrans, alors qu'on est en train d'écouter de la musique sur Spotify. On voit une cousine qu'on n'a pas vue depuis très longtemps qui apparaît là en haut de l'écran. Ils sont là, ils sont partout. Il ne faut pas aller dans Vine pour les trouver, on va dire. Donc pour moi, c'est complètement inintéressant, mais c'est pas la question. Ah ouais, non mais je parlais pas de... Et après, je dois dire qu'en travaillant dessus, on trouve des choses qui sont très intéressantes. Justement, du point de vue de l'inconscient optique, du point de vue de la du nouvel alphabet. Hein, il faut aussi dire qu'on est dans un monde où le nouvel alphabet véritable, c'est le code, mais on ne nous l'apprend nulle part. Donc tous ces gens s'emparent de leur téléphone portable et des machines très designées où ils n'ont aucun accès au code pour pouvoir faire une différence en surface. C'est aussi le problème d'un monde qui n'est pas du tout démocratique et qui ne donne pas les bons outils aux jeunes et aux vieux pour faire les choses. Donc évidemment c'est des choses des surfaces. Ils ne savent pas bidouiller. Et c'est ça aussi qui met en scène YouGlitch. Corrupt Yourself, même la panne qui est supposée être l'événement qui arrive et qui dévoile, est un projet surtout qui est repris par... mais sur lequel chacun fait à sa sauce aussi. Donc à chaque fois, c'est jamais noir et blanc. Et c'est ça qui est intéressant à voir, et il me semble, et à questionner, sans chercher tout de suite à dire mais est-ce que ça a de la valeur? Ah, si ça n'a pas de la valeur, on jette par la fenêtre, ça ne nous intéresse pas. Non, c'est pas possible, parce que c'est le monde tel qu'il est, et il faut le regarder tel qu'il est. Que ça nous plaise ou pas, c'est pas du tout une question d'être pour ou contre.
C'est comme la question du rail et de l'eau. C'est pas important. Voilà. Excellente conclusion. Ah. Une question juste pour sortir du selfie un peu. Vous n'avez pas parlé du tout des avatars ou des questions de photos de profil. Est-ce que c'est quelque chose qui est connexe aussi? Tout à fait. J'ai mentionné. Présentation de soi, au sens développement, par exemple. Il y a des gens comme Fanny Georges, ou tous les recherches de l'OMNSH, des gens qui travaillent là-dessus, sur des choses qui sont aussi en lien avec le jeu vidéo. Bien sûr. Parce que ça permet aussi d'élargir un peu le débat, parce que là on est un peu entre le selfie qui est une forme low, c'est ça, et puis le grand art qui serait une forme high. Si on essaie d'ouvrir un peu les frontières et qu'on essaie de faire des connexions avec d'autres choses, ça peut aussi enrichir le... C'est pour ça que normalement, c'est pour ça que j'ai parlé du selfie dans la plus grande partie de la conférence, et même ça ne suffit pas, parce qu'évidemment les ramifications sont très grande et c'est Avatar, je pense que je l'ai mentionné, mais sans rappeler. Après, j'ai parlé du fait que les gifs sont des recommencements continus comme dans les jeux vidéo, etc. Évidemment, tout se connecte et j'aurais pu centrer beaucoup plus là, en effet. C'est très, très... c'est une matière qui est vivante, qui est ouverte et on peut aller dans cette direction. Sans nier celle-ci, je veux dire, ça coexiste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Merci Madeleine, en tout cas. Merci beaucoup.